Bonjour très chers compatriotes. Pour un nouvel appareil de gestion de l'État que nous avons, ça c'est l'intitulé de notre ouvrage, où nous projetons la révision constitutionnelle. Nous estimons que la révision constitutionnelle dans notre pays s'impose parce que, comme je l'avais dit la fois passée, cette loi, c'est une loi corrompue. Cette loi consacre la prédation et gestion par ceux qui étaient autrefois des belligérants, qui se sont réunis à Sun City pour pouvoir partager le pays comme un gâteau et surtout partager les finances de l'État comme ils le veulent. Voilà pourquoi nous avons dit aussi que la loi des finances publiques, hormis la Constitution, qui c'est une loi de prédation, la loi des finances publiques qui devait sécuriser les finances de l'État, présenter les principes de gestion de l'État qui s'imposent dans la vie d'un État moderne et républicain, cette loi ne les présente pas. Comme j'avais dit la fois passée, dans son article premier, la loi dit clairement qu'il fixe les règles des finances publiques, conformément à l'article 122 de la Constitution. Mais, dans son article 2 et jusqu'à 253, rien n'est dit sur les règles de gestion des finances publiques. C'est seulement ce qui est dit ici, c'est seulement la deuxième partie de la loi des finances publiques qui parle de préparation, élaboration et exécution du budget, et la troisième partie, le contrôle de gestion de biens et des services publics et du budget de l'État. Alors qu'en réalité, la première partie qui devait organiser comment l'État intervient dans l'économie, comment l'État gère son économie, comment le fisc intervient pour réglementer, réguler les aptitudes et les comportements, surtout opérer les prélèvements de droits dus au trésor public en recourant à la fiscalité, à la non-fiscalité et la parafiscalité, rien n'est dit. Au point qu'aujourd'hui, nous vivons le spectacle dans notre pays où la plupart de nos ressources non fiscales et parafiscales du gouvernement sont soustraits de l'orientation budgétaire au profit des structures qu'on crée en violation de principes de gestion des finances publiques. Voilà pourquoi nous avons dit que cette loi aussi doit être révisitée parce qu'on doit incorporer la première partie de finances publiques qui présente les modes de gestion et d'intervention de l'État dans l'économie. Donc, qu'est-ce que nous appelons le mode de gestion de l'État? La fois passée, nous avons dit que le mode de gestion par excellence de l'État, c'est la décentralisation. La décentralisation est administrative, la décentralisation est territoriale, la décentralisation est financière. Nous avons dit comment la décentralisation administrative présente, ça se présente comme un pyramide. Donc la décentralisation administrative et territoriale est pyramidale parce que ça présente l'existence de l'État central et l'État central aux provinces, plusieurs provinces, et à l'intérieur de la province, nous avons de villes et des territoires. À l'intérieur de villes, nous avons des communes. À l'intérieur de communes, nous avons le quartier. À l'intérieur de quartier, nous avons des avenues et rues. Ça, c'est dans les milieux urbains. Mais si nous allons dans les milieux ruraux, à partir du territoire, nous avons des secteurs. Et à partir des secteurs, à l'intérieur des secteurs, nous aurons des groupements. À l'intérieur des groupements, nous aurons des villages. En principe, le vrai représentant de l'État à la base, c'est le chef du village au niveau rural et le chef de rue et avenues au niveau de milieu urbain.
Donc, c'est ça, la présentation décentralisée de l'État qu'on devait avoir. Et dans la présentation décentralisée de l'État, le chef de ville, le chef d'avenue, le chef du quartier, ce sont eux qui maîtrisent le rouage de la gestion territoriale de l'État. Et il en est de même pour le chef de village et le chef de groupement devaient avoir la maîtrise totale de la gestion territoriale de l'État. Or, vous savez, aujourd'hui, nous, on nous présente par moment, même pour la vente des terres, on est en train de nous parler d'un chef coutumier qui, cette terre-là est pour lui, alors qu'en réalité, la terre n'appartient qu'à l'État, conformément à la loi Bakajika. La loi Bakajika qui dit le sol et le sous-sol appartient à l'État. Mais comme je vous avais dit, il y avait aussi une tricherie qui était présentée dans la Constitution. C'est au niveau de l'article 9. Regarde ce que dit l'article 9 de notre Constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur le mer territorial congolais et sur le plateau continental. Je reprends très bien. L'État exerce une souveraineté. Quand on dit l'État exerce une souveraineté, ça veut dire on soustrait un aspect qui est très important. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ça devait être dit dans notre Constitution, pour présenter que le propriétaire de sol et de sous-sol, c'est l'État congolais. Mais on a élagué cette situation pour des raisons que j'ignore, parce que cette disposition est incomplète. Ça devait commencer par les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et puis on ajoute, l'État exerce une souveraineté sur son territoire. Sur son territoire. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Donc, c'est déjà une façon de tricherie qui a été présentée dans cette disposition. Et plus grave, dans son article, dans l'alinéa 2 du même article, on dit les modes de gestion et de concession du domaine de l'État visés à l'alinéa précédent sont déterminés par la loi. C'est quelle loi qui détermine? Rien n'est dit. Alors qu'en réalité, nous tous nous savons que le mode de gestion de l'État et les modes de gestion des biens et services publics de l'État doivent être clairement définis par la loi des finances publiques. Cette loi n'a rien dit. Rien dit. Voilà pourquoi, comme il n'a rien dit pour la protection de biens et services publics de l'État qui donne les moyens, les ressources et moyens à l'État, voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons une tricherie, une corruption en grande échelle, au point que les ressources de l'État sont dépouillées totalement au profit du budget de l'État, en violation du principe qui veut que tout ce qui est prélèvement de l'État, que ce soit les prélèvements fiscaux, que ce soit les prélèvements non fiscaux, que ce soit les prélèvements parafiscaux et les prélèvements pénaux, tous doivent concourir au profit du trésor public en étant logés dans le compte général du trésor. Ça, c'est le premier compte qui s'impose au trésor public. Le deuxième compte, ce sont des comptes annexes au compte général du trésor. Et les troisièmes, ce sont des comptes spéciaux du trésor. Donc, en principe, l'État doit avoir au sein du trésor public le compte général, les comptes annexes. Chaque ministère, en principe, doit avoir son compte annexe et les comptes spéciaux. Et ces comptes-là, ces comptes, quand on dit le compte général, c'est le compte général qui doit alimenter le budget général. Quand on dit les comptes annexes, c'est les comptes annexes qui doivent alimenter le budget annexe. Quand on dit les comptes spéciaux, ce sont des comptes spéciaux qui alimentent le budget pour ordre des gestionnaires, des institutions, des ministères et des services publics de l'État. Mais tous ces principes-là sont violés dans cette loi. Enfin, ce ne sont pas violés, mais rien n'est dit. Rien n'est dit dans cette loi, au point que dans son article 34,
regarde comment il se limite à présenter la situation des ressources. On dit, article 33, les ressources et charges budgétaires sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Et puis, article 34, on dit, les ressources budgétaires sont regroupées sous un même titre. Elles comprennent des ressources internes et des ressources externes. Mais oui, mais quand vous voulez parler des ressources, mais où proviennent ces ressources? Parce qu'avant de parler des ressources, il faut présenter comment l'État fait l'intervention du fisc à travers les prélèvements obligatoires sans contrepartie. Ça, c'est l'impôt. L'impôt direct et indirect. Les prélèvements non obligatoires avec contrepartie, ça, ce sont des droits, taxes et redevances. C'est la non-fiscalité. Donc, le premier, c'est la fiscalité. Le second, c'est la non-fiscalité. Et le troisième aspect, ce sont des prélèvements obligatoires avec contrepartie. Ce sont des parafiscalités. Donc, des droits et redevances parafiscales. Aujourd'hui, dans notre pays, nous assistons impuissamment à voir une réalité où les recettes non fiscales et parafiscales qui s'organisent autour du gouvernement sont totalement soustraits de la gestion, je dirais même soustraits du trésor public au profit des structures qu'on crée, qu'on dote de personnalités juridiques, juste pour permettre que cet argent-là ne puisse plus être retracé au compte du trésor. En réalité, cette tricherie est due au fait que cette loi n'a pas protégé les principes des finances publiques, il n'a pas présenté les principes de l'interventionnisme du fisc au profit du trésor public et du budget de l'État. Rien n'est dit à ce sujet. Et comme rien n'est dit ici aussi dans la loi des finances publiques, parce que comme je vous avais dit, la loi constitutionnelle, c'est comme le papa, le mari, et la loi des finances publiques, c'est comme la maman ou la femme. Alors, comment, puisque le papa n'a pas présenté cela, maman aussi a soustrait cela, au point que les ressources, les biens et les services de l'État sont abandonnés à la responsabilité des hommes politiques qui en décident comme ils veulent. Et pourtant, ce ne sont pas leurs biens, ce sont des biens de l'État. Ce sont les services de l'État qui doivent être sécurisés et par la Constitution et par la loi des finances publiques. Voilà pourquoi nous vous disons que si nous sommes conséquents par rapport à nous-mêmes, il est clairement établi que si nous laissons cette Constitution et cette loi des finances publiques continuer à gérer notre pays, ce sont des hommes politiques qui vont chercher à s'enrichir davantage et le peuple n'aura que de pleurs, n'aura que ses larmes à présenter parce qu'en réalité, les modes de gestion de l'État, la décentralisation doit être clairement dit dans cette Constitution, or il n'a pas dit ça. Les modes de gestion, les modes d'intervention de l'État dans l'économie devaient être dits ici. Interventionnisme du fisc, ça n'a pas été dit. Et les modes de gestion de biens et services publics, à savoir la régie, premier mode de gestion, qui se comporte pratiquement comme pyramidal, comme la décentralisation, parce qu'un service public géré en régie voudrait dire que son administration doit se retrouver jusqu'au niveau du chef de rue, chef d'avenue. C'est de la même façon, la police par exemple, la police nationale, c'est une structure gérée en régie. Donc on peut dire qu'il suit le principe de la décentralisation. Alors, l'établissement public n'est pas une structure, mais c'est un mode de gestion des services publics de l'État. Mais ici en RDC, par manque de précision dans ces deux lois, les établissements publics sont dotés de personnalités juridiques pour se soustraire comme service public. Au lieu de rester un service public géré en établissement public, ça devient des structures comme des entreprises
qui sont gérés avec le conseil d'administration, vraiment en violation des principes de gestion de finances publiques. Et le troisième mode, c'est la concession. Donc, le mode de gestion des biens et services publics de l'État, c'est la concession. L'État, qui est propriétaire des biens, doit savoir les concéder. Quand il les concède soit pour la gestion des tiers, soit il les concède pour l'exploitation ou l'utilisation par des tiers. Soit il fait aussi la cession au profit des tiers ou au profit de l'économie. Mais s'il est mis au profit de l'économie, ce sont des biens non aliénables. Mais malheureusement, en RDC, tout ce que l'État a concédé ou a cédé à l'économie, aujourd'hui, les gens font n'importe quoi parce que les délois, comme je l'ai dit, les délois qui devaient protéger les deniers publics ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi nous demandons, nous sollicitons vraiment qu'il y ait une révision de la Constitution et ça va impliquer la révision de la loi des finances publiques pour la protection de deniers publics et surtout la rationalisation de la gestion ou de la gouvernance étatique. J'ai dit et je vois.